Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet devenu central dans le monde des affaires, la responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE. Ce concept renvoie à la manière dont les entreprises prennent en compte les conséquences sociales, environnementales et éthiques de leurs activités. Aujourd'hui, cette capsule portera sur l'introduction. Nous verrons également les parties prenantes, les acteurs impliqués dans une stratégie RSE pour une organisation, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, le reporting, les indicateurs auxquels se réfère la stratégie RSE d'une entreprise. Et enfin, on s'intéressera à la posture du responsable RSE au sein d'une organisation. Alors commençons tout de suite avec l'introduction. Alors voyons tout d'abord comment les institutions définissent la RSE. La Commission européenne, dès 2011, l'a décrite comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Cela implique une intégration des préoccupations sociales, environnementales, mais aussi des droits de l'homme et de la gouvernance dans la stratégie globale d'une entreprise. La norme ISO 26000 est la référence internationale non contraignante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire, mais précise que cette responsabilité doit se traduire par un comportement éthique et transparent. Elle repose donc sur 7 principes clés que sont la redevabilité, la transparence, l'éthique dans les comportements, le respect des parties prenantes, de la légalité, des normes internationales et enfin des droits de l'homme. Du point de vue juridique, en France, le Code du commerce impose aux grandes entreprises de publier des informations extra-financières. Côté académique, la RSE est souvent représentée sous forme d'une pyramide à 4 niveaux, avec tout d'abord le niveau économique, être rentable, puis le niveau légal, respecter la loi, le niveau éthique, agir de manière juste, et enfin la philanthropie, c'est-à-dire agir pour le bien commun. La RSE n'est pas née d'hier, elle s'inscrit dans un long processus historique où se croisent initiatives internationales et prise de conscience sociétale. Depuis la conférence de Stockholm en 1972 jusqu'à la COP21 et aux objectifs de développement durable, les ODD, les entreprises ont été progressivement appelées à jouer un rôle actif dans la transition vers un développement durable. Dans les années 50-60, on observe les prémices de la responsabilité morale. C'est l'apparition du concept dans la littérature managériale américaine. Howard Bowen publie en 1953 Social Responsibilities of Businessmen, qui est considéré comme l'un des textes fondateurs du développement durable et plus spécifiquement de la RSE. Donc la responsabilité des entreprises commence à être déjà envisagée à ce moment-là au-delà du seul profit. En 1972, la conférence de Stockholm de l'ONU est la première grande conférence internationale sur l'environnement. Elle marque le début de la reconnaissance officielle des enjeux environnementaux à une échelle mondiale. C'est la naissance également du concept de développement durable, encore peu défini à l'époque. En 1987, le rapport Brundtland, rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, définit pour la première fois précisément le développement durable. Il s'agit d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. En 1992, le sommet de la Terre à Rio est l'occasion pour les nations d'adopter l'agenda 21. C'est un plan d'action pour le développement durable à une échelle locale, mais également mondiale. C'est la naissance également du principe de précaution et la reconnaissance du rôle des entreprises dans la protection de l'environnement. Enfin, c'est le début des initiatives de partenariat privé-public pour l'environnement. Donc là, c'est en 1992. Quelques années plus tard, en 1997, le protocole de Kyoto
est entériné. C'est un traité international qui engage les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises commencent à intégrer la compensation carbone, l'efficacité énergétique et le bilan carbone dans leur stratégie d'entreprise. Dans les années 2000, on voit apparaître des cadres et des normes de RSE. La création notamment du Global Compact par l'ONU. Ces 10 principes autour des droits humains, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. C'est également le lancement du référentiel GRI pour le reporting extra-financier, qui va permettre aux entreprises de faire des bilans sur d'autres dimensions que strictement financières et de façon homogène, de façon standardisée, rendant ainsi comparables les bilans entre entreprises. Les ONG et les consommateurs jouent un rôle croissant dans l'évaluation de la responsabilité des entreprises. Exemple, on va commencer à avoir des mouvements de boycott, de notation éthique des entreprises. En 2011, on observe l'adoption des principes directeurs des Nations Unies par les entreprises sur les droits de l'homme, sous l'égide notamment de John Ruggie. Cela marque une étape importante dans l'obligation de diligence raisonnable. Les entreprises doivent éviter les atteintes aux droits humains et y remédier si elles en causent. En 2015, on note l'adoption par l'ONU des 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. La signature de l'accord de Paris sur le climat, la COP21, représente un engagement mondial pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. Les entreprises sont alors là explicitement intégrées dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Depuis 2020, on est passé d'une démarche volontaire de la part des entreprises à une obligation légale qui est encadrée par la directive CSRD qui date de 2022. Elle remplace la NFRD qui était là initialement. Elle renforce par là même l'obligation de reporting environnemental, social et de gouvernance des entreprises. C'est l'instauration de la taxonomie verte européenne qui va définir les activités considérées comme durables. La RSE, on le voit, devient progressivement de plus en plus structurée, de plus en plus normée et exigée même à un niveau légal, même pour les PME. On résume souvent la RSE autour de 3 piliers. L'économique, il s'agit de garantir une performance viable et durable en entreprise. Le social, cela concerne les conditions de travail, la diversité, la santé, les relations avec les parties prenantes. Et enfin, l'environnemental. La question est de savoir comment réduire l'impact écologique des activités de l'entreprise. Parmi les nombreuses normes, l'ISO 26000 est la plus complète. Elle ne donne pas des critères de performance, mais des lignes directrices sur 7 questions centrales, dont l'environnement, les droits humains, la gouvernance, la loyauté des pratiques, etc. Le GRI, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, le Global Reporting Initiative, propose un cadre structuré pour le reporting RSE. Il permet aux entreprises de publier des rapports clairs, comparables sur leurs impacts. Entendez bien que quand il s'agit de reporting, il s'agit donc de rapports qui permettent de rendre compte d'un bilan de l'activité passée. Le pacte mondial de l'ONU et les ODD incitent, quant à eux, les entreprises à s'engager volontairement autour de principes universels. Les principes directeurs de l'OCDE et la nouvelle directive CSRD, donc apparue en 2022, s'appliquent progressivement depuis 2024. Elle renforce l'idée que la RSE devient obligatoire. On passe donc d'une logique volontaire à une exigence réglementaire croissante, notamment en matière de reporting extra-financier en l'occurrence. Donc, s'agissant des normes auxquelles se référer, les entreprises vont davantage se tourner vers l'ISO 26000, l'OCDE, le GRI, le Global Impact. S'agissant de reporting, donc de dresser un bilan de l'activité extra-financière, l'entreprise aura tendance à se tourner vers le GRI, le DPEF, le CSRD, donc qui a remplacé le DPEF, la taxonomie verte. S'agissant des obligations légales,
On fera référence au DPEF pour la France et au CSRD s'agissant de l'Union européenne. Enfin, s'agissant d'un engagement volontaire, donc au-delà de la seule légalité, l'entreprise pourra s'appuyer sur les labels Lucil, Bicorp ou le Pacte mondial. C'est une liste non exhaustive que je dresse ici. Alors, ce qui était autrefois une simple démarche volontaire devient aujourd'hui quasi incontournable. Les attentes de la société civile, des consommateurs et des régulateurs renforcent la pression sur les entreprises. Les normes, qu'elles soient contraignantes ou non, forment un socle auquel on ne peut plus échapper. En conclusion, et ce que je vous invite vraiment à retenir, c'est que la RSE est aujourd'hui une démarche stratégique, éthique et souvent réglementaire, qui transforme en profondeur la manière de faire du business. Elle ne concerne pas uniquement les grandes entreprises, mais également les PME, les startups et même les institutions publiques. Désormais, afin de vous assurer que vous avez bien assimilé le contenu de cette capsule, je vous invite à participer à ce quiz. Et je vous dis à bientôt.